bonjour à tous. Bien, le direct est lancé. Hop, 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 hop. Alors. Hop. Là. On est là. Ok. Et alors. On va ouvrir ça ici. Hop. Bonjour Boutel, bonjour Sandrine. Alors, dites-moi si vous me voyez bien. Bonsoir Johanna. Dites-moi également si vous m'entendez. Bonjour Stéphanie, Lise. Ah, je vois que déjà on est spammé, c'est génial. Hop. Bonjour Stéphanie. Notre Stéphanie. Bonjour Florence, je suppose. Bonjour Didi. Hop. On voit. Super. Bonsoir Christelle, on me voit, on m'entend. C'est parfait. Alors, eh bien, bienvenue à tout le monde pour ce 4e live questions-réponses sur le TDAH. Alors, je vous laisse arriver petit à petit. Bonjour Marie, bonjour Célia, bonjour Laurence. Hop, bonsoir Sandrine. Un peu flou, oui. Effectivement, c'est le problème de Facebook. Parce que pour le coup, j'ai une webcam qui devrait être correcte. Malheureusement. Hop. Bonjour Bernardo, bonjour Laurence, bonjour Nelly. Pratiquement pas de son. Alors, je peux augmenter de mon côté. Bonsoir Elodie. Alors, mince, j'ai raté les 3 autres lives. Alors, pas d'inquiétude. Hop. Je fais... Tac. Toi, Seb, que tu... Hop là. Vous pouvez retrouver les 3 anciens lives. Hop là. Vous pouvez retrouver les 3 anciens lives sur la chaîne YouTube où je les ai remis. Donc n'hésitez pas si vous voulez aller sur les questions-réponses. Bonjour Sylvie, bonjour Delphine. Ok. Ah bah vous êtes déjà presque 100 à être là. Bravo. Bien. Bah écoutez, je vous propose qu'on commence justement les échanges sur le TDAH. Alors j'ai déjà vu qu'il y avait une question, hop, 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 de Didi. Est-il courant d'avoir plusieurs enfants TDAH dans la même fratrie? Allez, on débute sur cette question. Comme ça, 5 enfants, 3 d'entre eux sont TDAH avec un top, dont un avec un top. Ok, super. Bien, on va partir là-dessus. Comme ça, on a une première question. Vous allez voir qu'il y en a d'autres qui vont venir et qui vont découler de tout ça. Donc, est-ce qu'il est courant d'avoir plusieurs enfants TDAH dans la même fratrie? Alors, par principe, le TDAH est génétique. Donc, enfin, c'est épigénétique. C'est un trouble épigénétique. Pour faire simple, vous avez un risque,
génétique, donc de transmettre, vous avez une forme d'héritabilité, hein, vous allez transmettre une fragilité génétique à des enfants, et selon l'environnement, selon les particularités environnementales, les gènes vont potentiellement s'activer ou pas, et engendrer un trouble neurodéveloppemental dans le temps. Donc c'est le croisement entre les gènes et des facteurs environnementaux qui font qu'ensemble, le trouble neurodéveloppemental va se développer. C'est la grande théorie aujourd'hui, c'est la théorie globale de la psychiatrie à peu près, hein. Donc on est vraiment, sauf certains éléments, mais pas mal de troubles sont basés sur cette hypothèse, en tout cas épigénétique. Et donc, vraiment cette idée de croisement entre facteurs environnementaux et génétiques. Donc oui, évidemment, ce n'est pas rare de trouver dans une fratrie plusieurs enfants qui ont un TDAH, de même qu'il ne faut pas oublier chez les parents, éventuellement, d'aller voir s'il y a un TDAH. Effectivement, le TDAH chez les parents fait que certaines interactions peuvent être plus difficiles, puisque vous me parlez de troubles d'opposition, hein. Donc les troubles de l'opposition, ben, quand on est soi-même impulsif, ben, forcément on risque aussi éventuellement d'engendrer deux, trois petites choses chez l'enfant et en réaction voir de l'opposition se marquer. Alors c'est un peu plus compliqué que ça, mais l'idée c'est de regarder cet aspect comme le trouble de l'opposition qui est un trouble du comportement, va être une question de systémique, hein, le lien entre l'environnement, encore une fois, et différentes difficultés euh, ben, personnelles, cognitives ou génétiques. Et derrière, on va avoir, euh, quelques difficultés qui vont apparaître. Donc, oui, c'est normal de retrouver ce type de difficultés chez plusieurs enfants. Euh, voilà. Alors attention par contre, parce que la question des enfants, c'est vrai que c'est une question qui revient fréquemment, il y a cette question aussi du mimétisme. C'est-à-dire que quand vous avez un grand qui a un TDAH, potentiellement les petits vont aussi prendre des exemples et peuvent mimer certains comportements. Donc c'est important chez les professionnels de pouvoir décortiquer ce qui vient du mimétisme, de l'apprentissage avec les autres enfants, avec l'ensemble de la fratrie, et de ce qui est un vrai TDAH bien connu. Donc, c'est important. Boutel, le TDAH est-il parfois accompagné de troubles émotionnels? Oui. Alors, une des caractéristiques qui malheureusement n'est pas un critère de diagnostic aujourd'hui, mais beaucoup de chercheurs, de cliniciens vont défendre cette question aujourd'hui de la dysrégulation émotionnelle. C'est-à-dire que les émotions, elles sont régulées, elles sont gérées, maîtrisées en gros. Donc votre capacité à gérer votre émotion, c'est en lien avec ce qu'on appelle les fonctions exécutives. Donc les fonctions qui régulent votre fonctionnement. D'accord? Et bien dans ce cadre, l'idée c'est que le TDAH étant un trouble qui impacte massivement les fonctions exécutives, un trouble de la régulation, donc le fait qu'on fluctue très fort comme ça en tant que TDAH, il y a des fois ça va, des fois ça va pas, des fois ça va, des fois ça va pas. Et bien en fait ce trouble de la régulation peut jouer sur les émotions et donc on peut retrouver des dysrégulations émotionnelles. Ces dysrégulations émotionnelles elles sont relativement fréquentes d'ailleurs dans le TDAH et beaucoup d'auteurs et de cliniciens prônent pour que ça devienne un critère de diagnostic du TDAH. Si on est face à un dysfonctionnement exécutif, c'est relativement fréquent de retrouver des dysrégulations émotionnelles. Donc, petite pub si vous voulez, au passage, hein, il y a une conférence, je fais une conférence sur le sujet du TDAH et de la régulation des émotions au mois de mai. Donc, si vous voulez regarder dans les événements, je vais faire une conférence de 1 heure plus 30 minutes de questions-réponses ciblées sur TDAH et gestion des émotions. Donc, si vous voulez en savoir plus sur la question, n'hésitez pas. Delphine, le TDAH augmente de plus en plus en grandissant. J'ai l'impression que l'hyperactivité n'était pas aussi élevée vers 4 ou 5 ans. Alors, la question développementale du TDAH, elle est intéressante, parce qu'en fait, en moyenne, le TDAH, il s'apaise avec le temps. Donc, en gros, en moyenne, hein, je ne dis pas que c'est la même chose chez tous les patients, loin de là, mais en moyenne, vous allez retrouver
moins d'hyperactivité et moins d'impulsivité chez les patients. D'accord? Souvent, l'hyperactivité-impulsivité est très prédominante à l'enfance, et avec le temps, elle a tendance à diminuer. Alors, on dit diminuer, moi j'ai plutôt tendance à dire qu'elle change de place. C'est un petit peu ça l'idée. C'est plutôt qu'elle va être mieux contenue avec le développement, justement. On va avoir tendance à mieux contenir les choses avec la pression sociale, le cadre social dans lequel on s'installe. En fait, on a normalement plutôt tendance à être capable à mieux gérer cet aspect-là, d'hyperactivité impulsivité. Cependant, par rapport à des événements de vie, par rapport à des comorbidités qui peuvent apparaître, comme l'anxiété par exemple, ou encore des aspects dépressifs qui peuvent venir se surajouter, on voit chez certains patients de l'hyperactivité, de l'impulsivité qui a une tendance à augmenter. Pensez toujours le TDAH comme quelque chose de fluctuant. Alors, quand je dis ça, c'est-à-dire que la nouvelle entité, en gros TDAH, elle va se présenter, elle n'est plus en format de sous-type. Avant 2013, on parlait de sous-type de TDAH, avec des TDA, avec des troubles d'inattention, hein, avec des versions hyperactives impulsives et avec des versions mixtes. Et quand vous étiez dans une de ces catégories-là, ben vous en bougiez plus. Depuis 2013, on a des prédominances dans le diagnostic. La prédominance, ça veut simplement dire qu'à l'instant T, vous êtes plus ou moins inattentif, plus ou moins hyperactif, impulsif ou mixte. L'idée, c'est que ces prédominances, elles fluctuent avec l'âge. C'est-à-dire qu'elles vont fluctuer avec l'avancée en âge. Donc le TDAH, il va évoluer, il va se modifier. À certains moments, vous allez avoir plus de symptômes parce que vous êtes dans une configuration particulière. À d'autres moments, vous en aurez moins et ça va bouger. C'est vraiment cette idée d'être accompagné un peu comme une vague, hein. Donc il y a des moments où ça va être dans le creux et ça va être catastrophique, d'autres moments où vous allez être au top et ça va bien fonctionner. Et ça dépend énormément du milieu dans lequel vous êtes, par rapport aux tâches que vous réalisez, par rapport aux activités, et ainsi de suite. C'est pour ça que certaines personnes vont se dire être très heureuses d'être TDAH à certains moments. Parce que ça va les aider, ça va les faire avancer. À d'autres moments, ça va être beaucoup plus compliqué parce ils vont se retrouver justement confrontés à des grosses difficultés euh, liées au TDAH. D'accord? Donc, l'idée, c'est de se dire que ça fluctue. Il y a des moments où ça ira mieux, il y en a d'autres où ça va aller moins bien. Mais en moyenne, les symptômes du TDAH, ils ont plutôt tendance à diminuer. Ça ne veut pas dire pour autant que tous les patients vont voir des symptômes diminuer. C'est pour ça aussi que vous avez des explosions, par exemple, à certains moments, à l'âge adulte, où des personnes ont très bien géré ça, ils n'ont jamais eu de diagnostic, et à l'âge adulte, les symptômes explosent, apparaissent, et à ce moment-là, eh bien, en fait, on va seulement les diagnostiquer tardivement. Alors, Valérie, comment pouvons-nous les aider? Alors, ça fait suite à une question qu'on m'a posée d'ailleurs avant le live sur le question-réponse sur l'événement, sur la question du suivi dans le TDAH. C'est-à-dire, en gros, est-ce que la médication c'est un miracle? Est-ce qu'il est obligatoire d'un suivi pluridisciplinaire? Est-ce que l'orthopédagogie ou la psychopédagogie peuvent aider? Et encore, je pense que c'est tout. Je pense que c'était les trois grandes questions. Alors, le suivi dans le TDAH, il doit respecter en fait certaines règles. D'accord? Donc, comment on peut les aider? Globalement, on a des recommandations internationales. Aujourd'hui, on peut même s'appuyer sur le fait qu'on ait un consensus mondial sur ce que représente le TDAH depuis le mois de février. Sur la page Facebook, d'ailleurs, vous pouvez retrouver ce consensus. J'ai mis plusieurs posts, notamment la traduction en français et le consensus original. C'est exactement le même, hein, c'est une traduction qui est faite. Avec l'idée que l'accompagnement, il va se structurer selon des recommandations de manière assez précise. La première étape est la psychoéducation. C'est-à-dire que si on veut aider quelqu'un, il faut comprendre comment il fonctionne. D'accord? La psychoéducation, c'est la base de la base. Tant que les personnes qui encadrent le patient, que ce soit un enfant, un ado ou un adulte, n'ont pas compris ce que c'était le TDAH et comment ça fonctionnait,
sincèrement, ça va être difficile de pouvoir accompagner, de pouvoir aider. Donc, une des premières étapes, c'est d'être accompagné sur un point psychoéducatif. Comprendre ce qu'est le TDAH, comment il fonctionne. D'accord? Ça, c'est la toute première étape. La deuxième étape, alors chez les enfants notamment, c'est s'il y a des difficultés de comportement associées au TDAH, donc par exemple les troubles de l'opposition, hein, puisque je vois que plusieurs personnes parlent justement de comportements tyranniques, de troubles de l'opposition et ainsi de suite. En fait, on va aller voir la question de l'accompagnement parental, c'est-à-dire de la guidance parentale, des programmes d'entraînement aux habiletés parentales. C'est la recommandation numéro un dans le cas de TDAH, trouble d'opposition par exemple. Okay. Donc psychoéducation, hop, on sait ce qu'est le TDAH. Alors dans cette psychoéducation, il y a aussi un point sur l'hygiène de vie. Donc l'hygiène de vie, on va beaucoup travailler sur les 4 points essentiels que sont l'alimentation, le sommeil, l'activité physique et la gestion des écrans. Donc on va travailler sur ces aspects-là, sans que ça devienne absolument critique. On ne va pas mettre les gens sous régime, on ne va pas les supprimer tous les écrans, et ainsi de suite, loin de là. On va juste cadrer les choses convenablement, c'est-à-dire d'utiliser à sa juste valeur et de manière adaptée les 4 éléments, d'accord, de mettre de l'activité physique aussi, faire très attention au sommeil, c'est important, pour gérer l'intensité des symptômes. Donc psychoéducation, on comprend comment ça fonctionne, on gère l'environnement avec l'hygiène de vie. S'il y a des problèmes de comportement associés, on travaille avec les parents. Troisième étape, la médication si les retentissements ne sont pas gérés par les 2 premières étapes. Donc s'il y a encore trop de problèmes, la médication doit être envisagée. Cette médication, elle va être envisagée parce qu'on vous a expliqué ce que c'est. C'est-à-dire que pour la plupart des parents, la difficulté, c'est de se faire prescrire des médicaments pour son enfant sans comprendre ce que c'est. Et donc de taper sur Internet ce que le méthylphénidate et de voir la catastrophe horrible que c'est. D'accord? Bien en fait, l'idée, c'est que si on arrive à expliquer ce que c'est, qu'on mesure le pour et le contre, les parents peuvent faire un choix éclairé par rapport à cette démarche. C'est-à-dire qu'il n'est en aucun cas obligé de, mais au moins, il sait ce qu'il fait. D'accord? Donc ça, pour moi, c'est important aussi. Et après, selon les difficultés spécifiques de l'enfant, on va mettre des suivis en place. Mais ces suivis, ils ne vont pas être ciblés sur le TDAH, en fait. Ils vont être suivis sur les problématiques du quotidien. C'est-à-dire que 2 enfants TDAH, 2 adolescents TDAH et 2 adultes TDAH ne présentent pas les mêmes problèmes. Et donc, là, les professionnels, quels qu'ils soient, ils peuvent apporter quelque chose selon la problématique. Donc, dans la question, on me disait, en gros, ah ben voilà, est-ce qu'un orthopédagogue peut être utile? Oui, un orthopédagogue, psychopédagogue peut être utile s'il y a des difficultés scolaires. Mais tous les TDAH n'ont pas de difficultés scolaires. Est-ce que c'est important d'avoir un psychologue? Oui, s'il y a des troubles associés comme l'anxiété, la dépression par exemple. Pourquoi pas mettre une thérapie cognitivo-comportementale, ce qu'on appelle les TCC aujourd'hui, pour apprendre à gérer ces difficultés? Mais tous les enfants TDAH, tous les ados et tous les adultes n'ont pas forcément de l'anxiété et de la dépression, même si c'est relativement fréquent. Est-ce que c'est nécessaire de mettre des groupes d'habileté sociale avec psychologues, éducateurs ou psychomotriciens? Oui, s'il y a des difficultés spécifiques dans l'habilité sociale, la communication à l'autre. Donc, l'idée, c'est que n'importe quel professionnel peut apporter une aide à partir du moment où il y a une difficulté associée. C'est ce qu'on appelle justement les thérapies justement complémentaires. Mais aujourd'hui, les thérapies de base, vraiment l'accompagnement de base dans le cas du TDAH, c'est psychoéducation, gérer l'intensité des symptômes avec l'hygiène de vie, guidance parentale s'il y a des problèmes de comportement, médication. Et après, le reste des thérapies viennent pour soutenir les choses et améliorer les choses. Donc, par rapport aux difficultés précises du quotidien, qu'est-ce qu'on va mettre en place en plus? Donc voilà en gros un résumé du suivi qu'on va pouvoir mettre en place avec les personnes TDAH aujourd'hui. Donc ça dépend vraiment des difficultés rencontrées. Hein. Je pense que c'est ça qu'il faut essayer de retenir au maximum. Ça dépend des difficultés qu'on rencontre. Il n'y a pas de solution miracle, sauf la base qu'on essaye de mettre en place depuis des années.
Alors, Célia, j'avais de la riatine pour mes addictions car je suis borderline, j'ai TDAH. On m'a enlevé subitement ce médicament du jour au lendemain. J'ai trouvé ça très dangereux. J'étais dans une fatigue extrême, je ne pouvais plus rien faire. Aujourd'hui, si je prends pas quelque chose qui me speed, je suis beaucoup mieux concentré. Je me bats pour en savoir car je commence à crouler, ok. Mon psy ne veut rien entendre. Euh, Alors, la question déjà, effectivement, c'est que c'est assez rare qu'on enlève du jour au lendemain la médication, mais même si on l'enlève du jour au lendemain, il n'y a pas d'accoutumance, il n'y a pas d'effet de manque et ainsi de suite. Donc, ça déjà, en termes de sécurité santé, savoir que du jour au lendemain, on peut arrêter, c'est pas un problème. Par contre, c'est étonnant qu'on arrête du jour au lendemain et qu'on ne vous prévienne pas et qu'on n'en discute pas avec vous. Et si votre psy veut rien entendre, changez de psy. Un peu cette question-là. C'est-à-dire que si vous manifestez des difficultés, s'il y a des choses qui sont mises en place, bah, et que vous n'en êtes pas satisfaite, changez. Trouvez quelqu'un d'autre. Parce que sinon, ça bloquera toujours, vous tournerez en rond, en fait. Alors après, je ne connais pas l'entièreté de la situation qui me semble quand même relativement complexe. Hein, d'accord. Donc, l'idée, c'est faire attention à cet aspect-là. Moi, ce que je vous dis là, c'est par rapport aux phrases que vous me donnez. Je ne connais pas la situation complexe. Donc, en soi, c'est pas une solution que je vous donne, hein, d'accord. Mais globalement, réfléchissez dans ce sens-là. Je trouve ça étonnant que on arrête du jour au lendemain et qu'on n'en ait jamais parlé. Ça, c'est un. Deuxième chose, je pense que si vous n'êtes pas satisfaite d'un professionnel parce que il veut rien entendre et ainsi de suite, ben, changez de professionnel. Mais en tout cas, ce professionnel va vous expliquer le pourquoi il ne veut rien entendre. C'est-à-dire, la question des professionnels aujourd'hui, c'est de se dire, j'explique ma façon de voir. Après, le patient peut adhérer ou pas. C'est pas un problème. La plupart des professionnels n'ont aucun problème avec ça. C'est-à-dire que moi, le premier, hein, je veux dire, si j'ai des patients qui me disent, bah, écoutez, avec vous, ça ne passe pas, je n'ai aucun souci avec ça. Et par contre, je vais systématiquement expliquer ma position. Je vais dire pourquoi on fait ça. C'est-à-dire pourquoi on va faire telle évaluation. Pourquoi on va faire ça. Pourquoi c'est intéressant de faire ça. Pourquoi je ne crois pas à ce qu'on a dit à gauche et à droite. D'accord. Après, les gens font ce qu'ils veulent. Donc, Flo, ma fille 50, TDAH top sévère, que faire à part psychomotricienne pour l'aider à gérer ses émotions, les TCC ne prennent pas aussitôt. Que puis-je faire? De l'accompagnement parental. C'est pas avec votre enfant qu'il faut travailler. À 5 ans, avec des TDAH, troubles d'opposition sévère, c'est avec les parents qu'on travaille, pas avec les enfants. Donc, la psychomotricienne, elle va pas gérer grand-chose, en fait, sur aider à gérer les émotions, elle va pas gérer grand-chose. Simplement parce que déjà, au niveau cognitif et développemental, gérer les émotions à 5 ans, c'est compliqué. Donc quand on a un TDAH, en plus avec un dysfonctionnement derrière, ça peut être compliqué. Donc c'est avec les parents qu'on travaille. C'est des programmes d'entraînement aux habiletés parentales qu'il faut faire. Chantal, est-ce que les tremblements essentiels peuvent être liés au TDAH? C'est une très bonne question. Alors, je ne vais pas dire de bêtises parce que je ne connais pas bien le domaine, Chantal. Donc, je ne vais pas vous assurer que non. Mais j'ai jamais rien lu, en tout cas, sur ce domaine. Donc, je ne sais pas. C'est pas, j'ai pas de réponse directe comme ça. Mais a priori, je dirais non. Ça n'empêche pas, on peut avoir un TDAH et des tremblements essentiels. Et que ça soit deux choses totalement différentes. Claire, le TDAH peut-il passer inaperçu pendant l'enfance et se révéler à l'adolescence ou à l'âge adulte? Oui. Avec de bonnes capacités cognitives, on peut masquer, entre guillemets. On peut compenser. Tant que la demande externe n'est pas suffisante pour vous pour dépasser, ben forcément, vous pouvez compenser. Et aussi, ça dépend des demandes de l'environnement. C'est-à-dire que si l'environnement n'est pas exigeant, ou alors que vous avez un environnement qui est cadrant, voire trop plus que cadrant, ben effectivement, c'est l'environnement qui compense le trouble, et donc permet d'accompagner. Et après, ça apparaît à ce moment-là. Ouais, donc bien sûr. Alvina, merci pour le live. Ben, avec plaisir, Alvina.
Pourriez-vous nous dire entre TDAH et TSA si l'un peut masquer l'autre et si un TSA peut être associé à des troubles de l'attention sans que ce soit un vrai TDAH associé? Ah, ça, c'est une question effectivement euh, énorme entre les deux. Alors, il faut savoir qu'avant 2013, le TSA était un critère d'exclusion du TDAH. Si vous aviez un TSA, en gros, théoriquement, vous ne pouviez pas avoir de TDAH. Depuis 2013, les deux peuvent être associés. D'accord? Donc on peut avoir TSA et TDAH. En sachant que dans le TSA, vous avez des particularités, alors régulièrement, pas toujours, mais on a des particularités sensorielles qui peuvent faire en sorte que vous traitez différemment les informations de l'environnement. Et donc au niveau attentionnel, ça peut être compliqué. Donc on voit qu'il y a des patients TSA qui ont des difficultés exécutives et qui manifestent des problèmes attentionnels, mais qui sont liés au TSA. Si cette problématique, à elle seule, n'explique pas l'ensemble des problèmes rencontrés au quotidien, on peut avoir un TSA et un TDAH. Okay. L'idée, c'est par l'analyse fonctionnelle, la compréhension du fonctionnement du patient qu'on va pouvoir dire, ça c'est du TSA, ça sort du cadre du TSA. Okay. Si le TSA est massif, on peut imaginer qu'il peut masquer le TDAH, clairement. Et inversement, quand vous avez des TSA qui sont vraiment légers, le TDAH qui peut être plus massif peut masquer au final le TSA. Certains auteurs en psychiatrie vont même parler de continuum, hein. C'est-à-dire que vous avez des liens comme ça. La psychiatrie, de manière générale, ce serait une grande ligne sur laquelle vous vous situez avec différentes difficultés. Donc, donc oui, on peut avoir un TSA avec, pas des troubles de l'attention, mais un TSA avec des difficultés attentionnelles, de base. Vous pouvez avoir des TSA sans problème du tout, et vous pouvez avoir des TSA avec TDAH. Donc aujourd'hui, oui, on peut avoir ça. Stéphanie, est-ce que l'hypnose peut donner un coup de pouce, je suppose, sur la concentration? Alors, il y a pas mal d'études sur le sujet, enfin pas mal, je sais plus, il y a quelques études sur le sujet de l'hypnose et du TDAH, qui étaient assez prometteuses. Pas de données fondamentales, enfin vraiment transcendantes, mais effectivement, l'hypnose peut aider certaines personnes. Donc ouais, je pense que ça peut aider certaines personnes. Pas en première intention. Je pense que l'hypnose, ça doit arriver en fin de cycle, quoi. C'est-à-dire, c'est vraiment la, la touche finale. C'est-à-dire que vous avez mis toute une structure en place qui va vous accompagner sur base des évidences qu'on a au niveau scientifique, hein. Donc, je vous ai dit, psychoéducation, accompagnement parental, médication, autres thérapies pour gérer des choses. L'hypnose peut venir renforcer des choses qui sont mises en place. Donc ouais, ça peut aider pour certaines personnes, en sachant qu'il y a des personnes qui ne réagissent pas du tout à l'hypnose. Maïté, bonjour, est-ce qu'une dysphasie est un TDAH? Non, pas du tout. Ce sont deux troubles totalement différents. Donc la dysphasie, c'est un trouble développemental du langage, donc ça touche spécifiquement le langage, sans difficulté d'hyperactivité, impulsivité et attentionnelle en général, même si on peut avoir des petites difficultés, mais rien de plus. Le TDAH, c'est un autre trouble neurodéveloppemental. Donc ce n'est pas la même chose. C'est un trouble du langage et du TDAH. Vous avez des TDAH qui ont des difficultés langagières, des troubles du langage qui ont des difficultés d'attention, mais ce ne sont pas des dysphasies de TDAH. Alors après, vous avez des enfants qui ont les deux. Ça arrive. C'est beaucoup plus rare déjà. Donc. Lucie, bonjour, mon fils 9 ans a un TDAH. Dyslexie, dysorthographie, dysgraphie. Je suis en attente pour l'orthophoniste. Quel autre spécialiste voir dans un premier temps? Bah, j'ai envie de dire, ça dépend, c'est quoi son problème, Lucie? C'est-à-dire, ça dépend énormément des difficultés qu'il a. D'accord? Moi, vous me dites TDAH avec dyslexie, dysorthographie, dysgraphie de 1, je me pose la question de est-ce que ces 10 ne viennent pas du TDAH? Donc, si ça découle, si c'est une conséquence du TDAH, ce ne sont pas des 10, d'accord? C'est-à-dire qu'il a des difficultés en lecture, écriture, orthographe, ce qui ne me choquerait pas, d'accord? Et donc, si c'est consécutif, si vous avez le TDAH primaire qui engendre des difficultés, c'est le TDAH qu'il faut travailler. Donc, c'est pas chez l'orthophoniste en général qu'on va. D'accord? Par contre, si vous avez un TDAH
et ces troubles qui ont bien été mis en évidence et qu'on a pu distinguer du TDAH, l'orthophoniste va traiter ces aspects-là. Et pour le TDAH, moi je conseillerais pédopsychiatre, neuropédiatre éventuellement, qui va vous orienter selon les difficultés. Donc le TDAH, qu'est-ce qu'il engendre comme problématique, qui va pouvoir accompagner cet aspect-là. C'est un petit peu ça. Donc moi, ça dépend énormément des difficultés. Hein. Pas le fait qu'il ait un TDAH ou pas de TDAH. On oriente selon les difficultés rencontrées. Aujourd'hui, il n'y a pas de prise en charge. Je réfléchis vraiment. Hein, mais des prises en charge ultra spécifiques du TDAH. Vous avez des prises en charge de l'accompagnement des retentissements. C'est quoi le problème? D'accord? Tous les TDAH n'ont pas les mêmes problèmes. Et ce qu'on prend en charge, ce sont les problématiques. D'accord? On va prendre en charge le TDAH. Ce TDAH, il est pris en charge par, je le répète encore une fois, psychoéducation, accompagnement parental si problème de comportement, médication. Et après, dans les autres prises en charge, vous avez les thérapies comportementales pour gérer le quotidien, l'autonomie, le développement, trouver des stratégies. Vous avez les habiletés sociales, 6 difficultés sociales. Vous avez l'orthophonie, 6 difficultés d'apprentissage, et ainsi de suite. Et on va découper. Mais ces professionnels n'interviennent que en cas de problématiques spécifiques liées au TDAH. Donc, lors une psychomotricienne, oui, mais j'ai envie de dire ergothérapie, psychomotricité, oui, mais est-ce qu'il y a des difficultés psychomotrices? S'il n'y en a pas, je ne vois pas l'intérêt d'aller voir une psychomotricienne, hein, littéralement. Hein. Donc ergo, voir orthoptiste, même chose. S'il n'y a pas de difficulté visuelle, on ne va pas voir un orthoptiste, hein, Sylvie. Ça ne va pas apporter grand-chose, hein, en plus. Bernardo, j'ai réussi à équilibrer ma bipolarité, j'ai l'impression que cela amplifie mon TDA, est-ce possible? Donc, ça dépend comment est équilibrée la bipolarité. Si elle est sous médication, en fait, c'est possible qu'il y ait une espèce de prise de conscience du TDAH qui monte, des problèmes attentionnels qui montent. Donc oui, c'est possible. Mais il faudrait creuser, là, comme ça, sur la question. Oui, c'est possible, éventuellement. Laure, ma fille est TDAH, je suis impulsive et j'ai du mal à redescendre en pression et mes humeurs sont changeantes. Ça ne veut pas dire que je l'ai forcément. Non. Ça ne veut pas dire que vous l'êtes forcément. Mais ça questionne. C'est un petit peu ça. Après, on peut être juste impulsif, hein, sans être TDAH. D'accord? Des gens qui sont juste impulsifs. Point. Ok? Il y a des gens qui ont juste des difficultés à gérer les émotions. Point. D'accord? Par contre, du regard, effectivement, de cette question de génétique et d'héritabilité, ça peut se poser comme question. Ça se réfléchit, quoi. Christelle, y a-t-il des associations de soutien pour les parents en France? Alors, moi, je vous conseille aller vers les associations de parents. Hein. Vous avez Hyper Super TDAH, par exemple, ou Typique Atypique en France. Vous avez... comment elle s'appelle? L'association dans le Nord, je sais plus. Pour un regard sur le TDAH, je sais plus. Mais oui, il existe pas mal d'associations de parents en France. Hein. Donc n'hésitez pas. Hein. Ça existe, ça existe. Avec des numéros à appeler éventuellement en cas de difficulté, avec des orientations possibles sur les médecins. Donc, oui. Sandrine, c'était les 3 grandes questions, j'ai répondu à ça. Ok. Comment, alors, comment aider, Laurence, comment aider un TDAH dans une classe d'élèves? Première chose, en formant l'enseignant. Je pense que les enseignants, de manière générale, les techniques, ils les ont. D'accord? Les techniques à mettre en place avec les enfants, TDAH ou pas, ils les ont. La chose qui fait la différence, on a des grosses études sur le sujet, c'est ça qui est super intéressant. La chose qui fait la différence aujourd'hui, c'est leur connaissance du trouble. La plupart des enseignants qui connaissent la façon de fonctionner de leurs élèves, eh bien, ils adaptent naturellement les choses. Et ça, c'est extraordinaire. Vraiment.
C'est-à-dire que quand on discute avec les enseignants, de manière générale, quand ils vous expliquent, ah ben voilà, j'ai déjà essayé ça en classe, ça marche plutôt bien, ça j'ai essayé, ça marche pas du tout, et bien en fait, c'est parce qu'ils ont déjà commencé à amorcer la compréhension de leur élève. La plupart des enseignants, sauf vraiment quand ils sont perdus totalement, ils disent là, je ne comprends pas cet élève-là. Là, le but, ça va être de leur expliquer ce que c'est le TDAH, comment il va se manifester en classe, et de leur donner les clés de voilà comment il fonctionne. La plupart des enseignants avec lesquels j'ai pu discuter et avec qui on a échangé, j'en ai eu une début d'après-midi, ils savent mettre des choses en place. C'est-à-dire que nous, on n'est pas pédagogue, on n'est rien du tout. Enfin, moi, je suis neuropsy, je suis pas pédagogue, donc je me vois très mal en train d'essayer d'expliquer à un enseignant, il faut enseigner comme ça, comme ça, comme ça, pas du tout. L'idée, c'est que la plupart des outils qu'ils mettent en place sont relativement bons. L'idée, c'est que souvent, ce qu'ils attendent, c'est soit une confirmation externe, soit vraiment la compréhension de leur élève. C'est-à-dire, comment mon élève fonctionne. Qu'est-ce que je peux, qu'est-ce que je ne peux pas faire, en gros. Qu'est-ce que je n'ai pas compris avec cet élève-là, qu'est-ce que je peux changer. Donc aujourd'hui, comment aider un TDAH dans une classe d'élèves? Psychoéducation de l'enseignant. Quand l'enseignant a compris, il adapte naturellement les choses. D'accord. Après, il y a des enseignants qui vont avoir besoin de plus d'aide que les autres. Ce qu'on a pu mettre en évidence dans les études, c'est par exemple des enseignants qui, on leur donne les informations au début, on leur donne des outils, et en fait, généralement après, ben, on se revoit dans 6 mois. Et en fait, on s'aperçoit que l'utilisation des outils, elle perd en utilisation dans le temps, parce que, en fréquence notamment, parce qu'en fait, ils ne se sentent pas soutenus, accompagnés. Et donc aujourd'hui, les enseignants, ce qu'ils ont besoin surtout, c'est d'accompagnement, de se dire, ok, voilà, cet outil-là, est-ce que vous avez pu remarquer qu'il fonctionnait encore? Non? Mais écoutez, on va le mettre de côté. Celui-là, est-ce qu'on a utilisé celui-là, il fonctionnait pas très bien, est-ce qu'on ne peut pas le réinsérer? Et d'essayer de mettre en place les choses. Les enseignants aujourd'hui, ils ont besoin d'un accompagnement parce que, à la base, c'est pas leur métier direct de gérer les enfants avec troubles dans tous les sens. Et aujourd'hui, ils sont confrontés quand même à cette masse qui est en face d'eux, qui était déjà présente avant, hein, c'est-à-dire qu'elle n'est pas plus importante aujourd'hui qu'avant, c'est juste qu'on la détecte plus aujourd'hui, et ils sont un petit peu perdus par rapport à ça. Donc moi je pense qu'aujourd'hui l'idée c'est de former les enseignants et de pouvoir leur mettre un accompagnement adéquat par rapport à leur métier. Mais la plupart des enseignants avec lesquels je travaille, ils mettent déjà les choses en place, ils ont juste besoin de cette affirmation de dire oui vous êtes sur le bon chemin, oui on va continuer, ah ben écoutez j'ai un petit truc en plus si vous voulez on peut le tester ensemble. C'est un peu ça. Rebel 10, préconises-tu un diag TDAH si l'enfant souffre peu ou pas, mais que les symptômes sont là, mais pas trop forts, sachant que les délais chez les spécialistes sont longs, très longs. Alors, s'il n'y a pas de retentissement, il n'y a pas de trouble. C'est-à-dire que si ça ne pose pas problème, ce n'est pas un trouble, hein, jusqu'à preuve du contraire. Et d'imaginer qu'on se dit tous les symptômes sont là, je le diagnostique maintenant parce que je pense que dans le temps ça va poser problème, ça peut être compliqué. Donc, un des critères du diagnostic des troubles neurodéveloppementaux, c'est qu'il faut que ça pose problème. Si ça ne pose pas problème, c'est pas un trouble. Par contre, dans la phrase, il y a si l'enfant souffre peu. Donc déjà, pour souffrir, il faut que ça pose problème. Donc ça on irait, et voilà. Par contre, la symptomatologie, c'est de se dire qu'il y a des gens dans votre entourage qui sont très distraits. Ça arrive. Hein. Je veux dire, des grands distraits, ça arrive tout le temps. Il y a des gens qui sont un peu plus agités que les autres. C'est pas pour ça qu'ils ont des troubles. Ils ont juste des comportements comme ça. Maintenant, l'idée, c'est que je pense que quand il n'y a pas de problématique, quand il n'y a pas de problème, il ne faut pas en créer. Quoi. C'est un petit peu ça. Par contre, il faut être attentif. C'est pour ça que c'est intéressant de voir un petit peu ce que c'est le développement de l'enfant. De comprendre ce que c'est un développement normal, normal entre guillemets. Et de se dire, j'ai l'œil parce que là, je vois qu'il a l'air un peu plus distrait que les autres. Et en tant que parent ou en tant qu'enseignant, je vais garder un œil sur lui pour voir que dès qu'il y a un petit problème qui apparaît, on agit tout de suite. D'accord? Mais par contre, je ne préconise jamais un diagnostic quand il n'y a pas de problème, parce que pour moi, ce n'est pas du diagnostic à ce moment-là. Il faut être attentif. Si j'ai des parents qui viennent en disant, ben voilà, il y a des symptômes de, ok, restons attentifs, mais ne créons pas de problématique là où il n'y en a pas. C'est un petit peu ça l'idée. Hop. Alors.
Est-ce qu'une carence en fer peut avoir un lien avec des insomnies? Delphine, j'en sais rien du tout. Je pense que... Je sais pas. Je pense que je sais pas, je suis pas médecin. S'il y a des gens qui peuvent répondre éventuellement à Delphine, est-ce qu'une carence en fer peut avoir un lien avec des insomnies? Ben, je ne sais pas. Pour moi, je suis honnête sur la question. Je regarderai si vous voulez. Sylvie, moi, petite fille TDAH, plus trouble d'opposition, plus dyspraxie, dyslexie, dysorthographie, avec vue, incertitude sur la dyscalculie, il faut s'en occuper, avec patience, mais elle avance à son rythme, c'est pas facile, mais ils vont s'en sortir. Oui. Mylène, comment faire accepter le TDAH de son enfant à l'autre parent? Avec une discussion avec un professionnel. Je pense que quand les parents sont pas d'accord et qu'il y a une forme de déni de certains troubles, c'est de l'ordre éventuellement des professionnels de faire passer ce message, d'essayer d'expliquer, en sachant que parfois il faut du temps. Il faut du temps d'acceptation et que c'est pas facile. Quand on a idéalisé par exemple le fonctionnement d'un enfant, quand on a avancé sur ces choses, c'est vrai que... Ouais, je sais pas. Ça, mais pour moi, c'est une question de professionnel de pouvoir l'expliquer. Encore une fois, ça fait, pour moi, cet aspect-là, ça fait partie de la psychoéducation. C'est-à-dire d'expliquer les troubles, d'expliquer des faits aujourd'hui. Après, la question de l'acceptation derrière, elle peut prendre un petit peu de temps. Donc, que faire quand un TDAH n'a pas de difficulté d'apprentissage, mais des problèmes d'attention qui font qu'il ne termine pas toujours son travail? Donc il ne termine pas le travail, mais l'apprentissage fonctionne. Hmm. J'aurais envie de dire, alors ça dépend de l'âge. Je dirais que chez les plus jeunes, c'est difficile. Normalement, les travaux ne sont pas trop longs, donc normalement, ils devraient pouvoir les finir. Et si pas, c'est étonnant que ça n'impacte pas son apprentissage. Donc en général, la médication peut vraiment aider. Ok. Je précise que je ne suis pas sponsorisé par les firmes pharmaceutiques. Je prescris pas, moi. Donc, mais parce que c'est une question qu'on m'a posée il n'y a pas si longtemps que ça. Donc voilà. Au moins, je suis clair sur le sujet. Je ne prescris pas et je n'ai pas de lien avec les firmes pharma. Mais la médication va faire éventuellement tenir l'attention un peu plus longtemps déjà. Et pour les plus grands, de la méthode de travail. La méthodologie de travail, en fait, c'est l'idée de structurer, de planifier un peu mieux et de pouvoir s'accorder en fait des moments de pause où on va travailler, lâcher, qui vont permettre d'aboutir à la fin et de ne pas lâcher totalement en cours de route. Donc c'est un peu cette idée-là. Alors, je regarde un petit peu les autres questions. Alors, Laurence, est-ce que je peux revenir sur la différence entre TDAH et syndrome dysexécutif? Oui. Alors, j'essaie de l'expliquer convenablement. De 1, le syndrome dysexécutif, ce n'est pas un diagnostic. D'accord? C'est pas du tout un diagnostic. Fondamentalement, ça vient des neuropsychologues d'avoir un dysfonctionnement au niveau des tâches exécutives. Ça, c'est un syndrome dysexécutif. Si vous avez des problématiques dysexécutives, donc les fonctions exécutives pour les gens qui sont là, si tout le monde n'est peut-être pas au clair avec ce que c'est, les fonctions exécutives, en gros, on en compte 3 de base. C'est la mémoire de travail, ou la mise à jour de l'information. Donc le temps que vous allez, enfin, les petites informations que vous êtes capable de traiter. Euh, c'est la flexibilité, la capacité de passer d'une chose à l'autre. Et la dernière, c'est l'inhibition, c'est s'empêcher de faire quelque chose. Ou d'être distrait par l'environnement. L'idée, c'est que ces 3 fonctions exécutives de base, elles sont dysfonctionnelles dans énormément de pathologies. Donc, par exemple, dans la dépression, vous avez souvent des dysfonctionnements exécutifs. Dans l'anxiété, on peut retrouver des dysfonctionnements exécutifs. Dans le TDAH, on en retrouve. Dans le TSA, on en retrouve. Dans les troubles d'apprentissage, on peut en trouver. Dans les troubles de la coordination, donc les dyspraxies, on peut retrouver des dysfonctionnements exécutifs. Donc le syndrome dysexécutif, entre guillemets, c'est mis dans plein de pathologies différentes. D'accord?
Le TDAH, il a comme particularité qu'au sein du TDAH, il y a un dysfonctionnement exécutif, mais pas que, puisque ça touche aussi les aspects motivationnels, par exemple, et que c'est beaucoup plus large, simplement, que le syndrome des exécutifs. Donc en gros, tous les TDAH ont un syndrome des exécutifs, d'accord. Donc tous les TDAH ont un syndrome des exécutifs, donc ils ont des difficultés exécutives, mais tous les syndromes des exécutifs ne sont pas des TDAH. C'est-à-dire qu'on peut avoir un syndrome dysexécutif dans le TSA, dans l'anxiété ou dans la dépression. Voilà. J'espère que je suis clair, parce que celui-là, il est pas simple. Mais déjà, ne mettez pas les choses une à côté de l'autre. Un TDAH, c'est pas à côté d'un syndrome dysexécutif. Le TDAH, c'est un diagnostic. Le syndrome dysexécutif, c'est une particularité neuropsychologique. C'est pas un diagnostic. Flofo Barquet, ABA, fonctionne très bien à aider les enfants à effectuer les tâches demandées, mais par contre, face au comportement tyrannique, je n'ai vraiment eu aucune avancée. Floflo, oui, parce que c'est un peu léger sur les comportements tyranniques. Moi, sur les comportements tyranniques, moi, je vous conseille, c'est les approches de résistance non violente. La résistance non violente, c'est une approche qui a été développée par Haim Homer en Israël, et qui a été repris et travaillé d'ailleurs en collaboration avec Nathalie Franc à Montpellier. Donc, vous avez des approches quand même très intéressantes sur la question justement de la gestion des comportements vraiment d'agressivité, de tyrannie, et ainsi de suite. Je vais essayer de vous retrouver ça. Hop. Alors, la résistance non violente. Alors, je vous mets le livre de Haim Homer ici. Et je vais essayer de vous retrouver le programme de résistance non violente, voilà, pour accompagner les parents d'enfants tyranniques. Donc effectivement, ce sont des approches qui sont plus ciblées justement sur les comportements un niveau au-dessus. Le Barclay, c'est beaucoup trop léger pour les comportements tyranniques. Donc oui. Claire, je suis adulte et ma psychologue pense que j'ai un TDA. Quel parcours pour le diagnostic? Psychiatre, dans un premier temps, ou neurologue. Donc un des deux, et un des deux qui connaît le diagnostic de TDAH. Donc cherchez quelqu'un qui connaît le TDAH. C'est-à-dire que aussi bien les neurologues que les psychiatres, il y en a qui ne connaissent pas. Donc gardez en tête que il faut trouver quelqu'un qui s'y connaît dans la question. Mais partez sur un médecin direct. Et c'est lui qui va piloter après le parcours pour le diagnostic. Mylène, est-ce que les couvertures lestées peuvent être bien pour mon TDAH qui a des soucis de sommeil? Testez. Mylène, il n'y a pas de réponse en fait. Il n'y a pas de réponse toute faite. Dans le TDAH, s'il y a des particularités sensorielles, ça peut aider, d'autres ça va pas aider. Euh, Testez, vraiment. Je pense que si c'est bien, s'il en retire un aspect positif, faites-le. Mais ne pensez pas que ça va régler cet aspect, d'accord? S'il y a des soucis de sommeil, posez-vous quand même la question d'un trouble du sommeil. Donc, si vraiment aujourd'hui le sommeil est problématique, ben, il faut vraiment revoir les choses. Il faut aller voir un examen. Il faut aller faire un examen. Sandrine, le TDAH ayant souvent des difficultés avec la gestion d'émotions, l'EFT peut-il aider? Ouais, l'EFT, j'ai un peu de problème avec ça. Le tapotement pour essayer de libérer les émotions et ainsi de suite. Je caricature, je voudrais pas me mettre à dos les gens qui pratiquent de l'EFT. J'ai un peu de mal avec la question. En fait, la seule problématique, c'est que ça ne repose sur pas grand-chose de très théorique. D'accord? Donc, pour moi, je dirais a priori non, mais encore une fois, si vous avez tout utilisé, mais tout,
et qu'il n'y a rien d'autre, allez-y. Mais vraiment, ne commencez pas par ça, quoi. Dans la gestion des émotions, les thérapies comportementales fonctionnent mieux, quoi. Parce que les thérapies comportementales, elles ont montré une gestion, un travail là-dessus. Donc, moi, je partirais là-dessus. Pourquoi les animaux ont le pouvoir de diminuer nettement les symptomatiques du TDAH? Alors, Delphine, ça dépend des gens. Euh, ça dépend. Ça dépend. Je dirais que selon les personnes, oui, il y a des fois, ça crée des relations, ça apaise pour certains. On le voit par exemple avec les chats. Ça a l'air bête, mais avec les chats, vous avez cet aspect de calme, de sérénité qui peut s'installer et que vous n'avez pas forcément avec d'autres animaux. Donc, voilà. Je pense qu'il y a encore des questions qu'on n'a juste pas de réponse. Vraiment. Donc, en France, j'ai l'impression que les médecins généralistes sont peu formés au TDAH. Qu'en est-il en Belgique? De même côté école, savez-vous si des actions sont réalisées, sont prévues en masse? Oui, il y a très peu de personnes qui sont très bien formées au TDAH, même au-delà des médecins généralistes. La Belgique, c'est la même chose. Pour moi, il n'y a pas de différence France-Belgique par rapport à ça. Même chose pour les écoles. Il y a des actions qui sont réalisées. C'est-à-dire que ça progresse. Il y a des actions qui aujourd'hui sont posées. Par exemple, on a vu aujourd'hui, ça fait 2 jours, je pense, que la médication est enfin prise en charge en France pour les adultes. Voilà. Il y a des choses qui avancent et je suis d'accord, ça n'avance jamais assez vite. Des formations se mettent en place pour les enseignants. Il y a des accompagnements qui se mettent en place. Il y a des programmes de formation pour médecins généralistes. Il faut du temps. On a des choses qui se mettent en place aujourd'hui. Ça va demander beaucoup, beaucoup de temps. Donc, voilà, c'est un peu ça. Linda, il y a quand même très peu de professeurs qui mettent en place. Ah, moi, je suis pas d'accord avec ça. Mais après, on n'a peut-être pas le même retour d'expérience sur le sujet. Mais moi, je suis pas d'accord avec ça. Je pense qu'il y a justement beaucoup d'enseignants qui mettent en place des choses. Mais beaucoup d'enseignants à qui on dit, vous ne faites jamais assez. Ça, je pense que c'est important aussi. Il y a des enseignants qui mettent beaucoup de choses en place et au final, on leur dit, oui, mais c'est pas suffisant. Et plus on en met, moins ça fonctionne, hein, d'ailleurs. Donc voilà, moi je suis pas spécialement d'accord. Je pense qu'il y a beaucoup de professeurs qui osent pas mettre en place des choses par peur qu'on leur tombe sur le dos aussi. D'accord? Et après, il y a des enseignants qui feront rien. Parce qu'il y a des incompétents dans tous les métiers. Et c'est pas grave, hein, d'accord? Mais je pense qu'il ne faut pas faire une généralité des enseignants. Je pense que sincèrement, la très 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 grande majorité des enseignants que j'ai pu voir, systématiquement, ils sont partants. Ils veulent mettre des choses en place. Ils ont déjà testé des choses, et ce qu'ils attendent, c'est une aide supplémentaire. Mais maintenant, on n'a peut-être pas la même réalité. Oh, une neuropédiatre infirme le TDAH par rapport à des résultats bons en mémoire de travail et vitesse de traitement au WISC-5 et des résultats OK sur l'attention et psychomotricité, mais où la labilité de l'attention avait bien été mise en évidence. Il faut changer de neuropédiatre, c'est qu'elle n'a toujours pas compris le diagnostic de TDAH. On ne diagnostique pas un TDAH avec des résultats psychométriques. Il y a des dizaines d'études qui vous montrent que les TDAH, en moyenne, un enfant TDAH sur 3, voire selon les études, un enfant TDAH sur 2, réussissent les tests. Je vous recommande sur la chaîne YouTube, j'ai fait une vidéo sur le diagnostic de TDAH et notamment sur la place de la psychométrie dans ce cadre-là. C'est utile pour voir le fonctionnement d'un enfant. C'est-à-dire qu'il a des bons résultats en mémoire de travail, génial. Il a une bonne vitesse de traitement, génial. Mais ça ne diagnostique pas. Ça n'a jamais été un outil de diagnostic, Louis que 5. Jamais. Donc, quand des neuropédiatres infirment sur base de ça, d'accord, c'est qu'il faut changer de neuropédiatre, c'est qu'ils ne connaissent pas. C'est qu'ils ne connaissent pas le TDAH. Par contre, qu'ils soient capables de dire, ben voilà, au vu des scores, plus les autres éléments que j'ai, j'infirme le TDAH parce que, ça c'est différent, par contre, d'accord? Donc faire attention quand même quand on dit qu'ils infirment sur base des résultats, c'est qu'il y a des médecins, on raccourcit en disant, ah, c'est sur base des résultats qu'il a décidé que, mais au final, l'analyse peut-être globale du médecin, elle est peut-être beaucoup plus large, hein. Il va dire, oui, il y a des résultats qui sont là, mais en plus, il n'y a pas la symptomatologie, ou alors elle a apparu à un moment précis, ou alors telle chose. D'accord? Donc faire attention à ces raccourcis-là. Mais si ça a été décidé, ce n'est pas un TDAH parce qu'il a réussi les tests, il faut changer de médecin. Littéralement.
Susanna, ma fille a un TCLA associé à un TDAH, multidis et médicamenté. Elle doit aller en sixième. Pensez-vous que le collège ordinaire est judicieux? Question beaucoup trop large. Sans connaître le sujet, sans connaître la, la- la patiente, enfin, sans connaître votre fille, sans connaître le sujet, vraiment, comment ça se manifeste. Maintenant, multidis, TDAH, plus trouble, plus TCLA, ça risque d'être compliqué. Mais pourquoi pas, selon les aides qui sont mises en place. Donc, ça dépendra vraiment, 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 vraiment. Stéphanie, mon fils 11 ans. Depuis son entrée en petite section, a des soucis à l'école, il ne tient pas en classe, parle beaucoup, a de grandes difficultés à se concentrer. Il commence à être en échec scolaire avec tous les enseignants sont d'accord pour dire qu'il a de grandes capacités. Pensez-vous qu'il est TDAH? Aucun souci au niveau orthophonie. Stéphanie, je n'en sais rien. Je ne fais pas de diagnostic sur une phrase. Je ne sais pas. Je ne vais pas me positionner par rapport à ça. C'est des caractéristiques qu'on retrouve dans le TDAH. Et dire que c'est ça, j'en sais rien parce qu'il y a beaucoup d'autres pathologies qui pourraient expliquer exactement la même chose. Ah, Stéphanie, voilà. Tous les enseignants formés n'ont pas la vocation, c'est une vocation de leur apporter un enseignement, car cela reste difficile pour l'enseignant, Stéphanie. Tout à fait. Je remercie tous les enseignants qui sont là ce soir. Moi aussi. C'est pour ça que je dis que c'est important de pouvoir mettre les choses en place par rapport à ça. C'est que je pense qu'il y a vraiment, vraiment, vraiment des demandes spécifiques. Et il y a beaucoup d'enseignants qui veulent sortir et qui veulent faire des choses. Donc, ouais. Catherine, ah ben voilà, carence en fer, problème de sommeil. Euh, ben, apparemment, oui, il y a un lien entre les deux. Donc, voilà. Ok. Alors, bonjour, je crois me reconnaître de plus en plus de symptômes de THA, témoignage. J'ai discuté, stage qui a remarqué beaucoup de choses, problème de compréhension. J'ai dit avoir compris ce qui était. Ok. Très résumé. D'accord, Val. Euh, alors, pardon pour la longueur de la question, mais en fait, il n'y a pas de question aussi. Donc, Val, je veux bien répondre, mais il n'y a pas de question. Donc, je veux bien je veux bien répondre. Alors, Fanny, bonjour. Ma première est HP, mon second l'est aussi, mais je viens seulement de repérer les troubles de l'attention et les problèmes d'impulsivité sur le langage. Peut-il compenser son trouble dû à son haut potentiel? Euh, oui. Alors, il peut compenser jusqu'à un certain point. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça va bloquer quand même. Ça, il faut que je supprime. Euh, Ça va bloquer quand même, hein, parce qu'à un moment, ça va dépasser ses capacités cognitives potentielles et ça va quand même poser problème. Donc il pourrait tenir un certain temps, mais attention malgré tout que dans le haut potentiel, on peut avoir certaines symptomatologies d'impulsivité et d'inattention du fait du fonctionnement à haut potentiel. Donc il faut toujours essayer de comprendre à quoi répond le symptôme. C'est-à-dire l'inattention, ça répond à quoi? À de l'ennui, et donc on est distrait, ou alors est-ce que c'est vraiment plus fort que lui? Est-ce que l'impulsivité sur le langage, c'est systématiquement, je connais déjà la réponse à la question que tu es en train de poser, donc je te réponds avant que tu aies fini ta phrase. Ça, pour moi, c'est pas du TDAH. Hein. D'accord? C'est de l'impulsivité, mais le symptôme n'est pas la même chose, c'est-à-dire qu'il n'a pas la même fonction. L'impulsivité dans le TDAH, c'est incontrôlable. Dans les aspects attentionnels, c'est pas contrôlé, c'est l'environnement qui pose des problèmes. D'accord? Donc l'idée, c'est un peu ça. Mais à partir du moment où ce symptôme a une fonction réelle, on va le sortir normalement du TDAH. Oula, déjà 19h. Ouais, ça passe vite, dis donc. Euh, dis donc. Ça passe vite quand on s'amuse. Ok. Ah ben voilà, Johanna, super, si vous ne connaissez pas l'info. Alors, je vais prendre deux dernières questions au hasard. Et après, je vous libère pour ce groupe. Et on se retrouve de toute façon, hein, le mois prochain. On se retrouve pour un live. Je pense à faire un tout petit peu plus de live. D'accord? J'essaie peut-être d'en faire deux par mois. Est-ce que ça vous intéresserait? Donc,
L'idée, c'est que de se faire 1 heure comme ça, questions-réponses rapides sur TDAH, ou à la limite d'en faire un spécifique TDAH et un plus large sur les troubles du neurodéveloppement. Je pense vraiment à développer ça parce que je prends pas mal de plaisir à le faire et à essayer de répondre aux choses. Et en plus, j'apprends des choses grâce à vous, donc ça c'est le top. Donc n'hésitez pas vraiment, si jamais, euh, si ça vous intéresse, mettez-moi un petit oui ici en dessous éventuellement si ça vous botte. Si pas, il n'y a pas de problème, hein. J'ai pas de souci avec ça, évidemment. Vous avez le droit de me dire non, on voit déjà trop ta tête, hein. Donc, il n'y a pas de problème. Euh, alors, je prends 2 questions. Alors, Delphine, je suis fier de votre venue à Dijon avec votre confrère. Ah bah oui, oui, c'est vrai que je vais rencontrer le docteur BL, ouais, Simon BL. Je l'ai jamais rencontré en vrai, on s'est déjà eu au téléphone par échange de messages et autres. J'ai hâte de le rencontrer, de discuter avec lui. Je lui passerai le bonjour, ça marche. Euh, alors, allez, Manon, à partir de quel âge peut-on diagnostiquer un enfant de TDAH? Selon les cas sévères, 4 ans et demi. Mais il faut vraiment une analyse fine, hein. D'accord? Donc, 4 ans et demi, il nous faut observation de l'enfant, observation interaction parent-enfant, des questionnaires parents-école, activités extrascolaires, et quand même avoir un entretien clinique approfondi avec les parents à un moment donné. Donc il y a vraiment toute une méthodologie à avoir. Il existe des références d'ailleurs de méthodologie à suivre pour les enfants de moins de 6 ans, mais on peut le faire avant 6 ans. La grande légende qui dit que le TDAH ne peut pas être diagnostiqué avant 6 ans, c'est un peu une erreur fondamentale. Donc, c'est qu'il n'a peut-être pas encore bien saisi ce que c'était le TDAH non plus. Mais par contre, ça se fait pas de manière aussi simple. Alors Thibaut, question de la part du confrère psy, attention. La prévalence du TDAH en France, aux US, au Québec, en Belgique est tellement éparpillée, entre 1 et 15%, est-ce qu'on ne serait pas dans une période de diagnostic systématique de symptômes et non pas de TND? Alors pour ça, je recommande de lire les recommandations du consensus mondial, qui met la prévalence à 5,9, je pense, 5,9%, et que cette prévalence, quand elle est étudiée exactement de la même façon dans les différents pays, que ce soit en Europe, aux États-Unis, en Asie, en Afrique et en Océanie, ne varie que très 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 peu. La variation en fait de 1 à 15%, elle est sur des études individuelles. Vraiment, c'est des études très ciblées individuelles, d'accord? Mais quand on regarde les méta-analyses, et après quand on voit les méta-analyses de méta-analyses, comme on le retrouve dans le consensus par exemple, eh bien en fait on voit que les prévalences se situent 5,5-6%. Ce qui n'a pas changé ces 30 dernières années, en fait. Donc on a les études de méta-analyse sur les 30 dernières années. Après, on a des études uniques dans un pays, par exemple. Effectivement, il y a des prévalences qui montent aux États-Unis à 11%, des trucs comme ça. Mais c'est des études uniques. Et quand on regarde la méthodologie utilisée, elle n'est pas complète. C'est-à-dire qu'ils utilisent des questionnaires symptomatologiques. Et ils n'utilisent que les questionnaires. Ils n'ont pas la démarche de diagnostic. Et donc je te rejoins sur le fait que ces études uniques, en fait, évaluent des symptômes et pas un diagnostic. Donc oui, sur les études uniques, effectivement, l'aspect éparpillé, c'est l'aspect de la symptomatologie. Par contre, le diagnostic, aujourd'hui dans le consensus mondial, ça représente quand même 208 études, hein, 208 méta-analyses sur le sujet. Je pense quand même que là, on est un peu plus proche de ce qui devrait être précis, entre guillemets. D'accord. Et ça va pas beaucoup, beaucoup varié ces derniers temps. Ah, vous me dites tous oui, 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 pour les aspects de plusieurs lives. C'est cool, tant mieux. Euh, à 2 ans et demi, je savais que ma fille était TDAH. Bah oui, souvent les parents ils sont au clair avec ça. Euh, et elle a déjà été diagnostiquée à 3 ans à Robert Debré. Oui, à Robert Debré avec le docteur Ventalon, non? Peut-être. Je sais qu'ils ont une unité de diagnostic précoce du TDAH qui est extrêmement intéressant. Est-ce que je veux faire de la guidance parentale en visio avec des groupes de parents intéressés? Alors malheureusement pas pour le moment. Ça sera pas tout de suite. Là pour le moment je mets un peu de côté
les aspects de consultation pour me consacrer justement plus à la diffusion d'informations et la création de contenu, à la formation des professionnels pour le moment. Mais donc pour le moment, non, je ne ferai pas d'accompagnement parental. Voilà. Donc, voilà. Ah ben oui, voilà. Très grande experte, hein, le docteur Mental, pour le coup, sur le diagnostic précoce. Très très intéressante. Alors, bah écoutez, 19h05. Je vais vous souhaiter une excellente soirée. Merci encore pour toutes vos participations. On est monté jusqu'à 125, 130 personnes en même temps. C'est vraiment extrêmement intéressant et extrêmement pertinent pour moi de continuer effectivement à faire ce travail. Et ben alors, on va programmer ça. C'est-à-dire que je vais regarder là prochainement dans l'agenda pour essayer de recaser, d'essayer de faire 2 lives par mois à peu près. À peu près, hein. Il y en aura peut-être, ce sera peut-être un peu dispersé. D'en faire un spécifique TDAH, d'en faire un peut-être un peu plus large, justement, question-réponse de manière plus large, et d'essayer de continuer à répondre un maximum à vos questions. N'hésitez pas, quand je crée les événements, par exemple, justement des lives, à déjà poser vos questions dedans, comme ça on structure déjà à l'avance les choses. Ça facilite aussi pas mal. Et comme ça, je peux essayer de faire ça et d'essayer de vous accompagner un maximum. Dans pas longtemps, vous allez retrouver de nouveaux projets, notamment des aspects pour les professionnels de faire de la recherche en direct. On va faire de la recherche en direct ensemble, de la recherche d'informations ensemble, avec des lives de recherche. Et on va faire un petit peu de lien comme ça avec les gens et d'essayer de vous montrer en gros à quoi ça ressemble la recherche et surtout pouvoir répondre à des questions grâce à ça. Donc ça va être prévu alors dans les prochaines semaines qui arrivent, pour pas m'avancer de trop. Mais il y a de nouveaux projets qui arrivent là-dessus en live. Et donc un deuxième live questions-réponses, comme ça au mois de mai, je vais essayer d'en caler 2. Comme ça, je vais essayer d'éviter de faire que le lundi aussi. Je vais en faire un lundi et un autre jour. Comme ça, on va pouvoir éparpiller, enfin, un petit peu disperser les choses. Et en tout cas, merci encore. Et Christelle, où s'adresser pour la psychoéducation? Alors, logiquement, la psychoéducation, ça doit être fait par soit le médecin, soit le psychologue, soit la personne qui a fait le diagnostic. C'est lui qui doit être capable de vous expliquer ce que c'est. Donc, a priori, c'est la personne qui fait le diagnostic qui est capable de faire de la psychoéducation. Et Valérie, est-ce qu'il y a un replay? Oui, de toute façon, tous les lives restent sur la page Facebook. Ça, c'est un. Donc, dans la partie vidéo, tous les lives y sont. Et sinon, de toute façon, je l'upload d'office sur YouTube. Donc, pas de souci par rapport à ça. Je vous remets peut-être rapidement le lien. Hop. Tac. Tac. De la chaîne YouTube ici. N'hésitez pas à la suivre. Et dessus, en fait, il y a déjà tous les replays des 3 derniers lives qui ont été faits. Et de toute façon, systématiquement, je vais les mettre dessus. Donc voilà. Mais en tout cas, merci beaucoup et je vais vous souhaiter une excellente soirée. Et donc n'hésitez pas à continuer à poser vos questions au besoin. Si je passe, si j'ai le temps, je répondrai rapidement. Voilà, allez, bonne soirée à tous et à tout bientôt.